Mes chers collègues, très heureux de vous retrouver dans cette commission. Monsieur le Président rapporteur, merci de rejoindre notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Chers collègues, nous devons en premier point de notre ordre du jour désigner un rapporteur sur le projet de nomination en application de l'article 13 de la Constitution de Monsieur Franck Leroy en fonction de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Pour rappel, nous avons auditionné Monsieur Leroy en décembre dernier, mais le Sénat, et je le regrette, chers collègues, a décidé de son côté de ne pas procéder à son audition au motif que la nomination ne serait intervenue que pour la durée du mandat restant à courir, soit environ 3 mois, puisque le mandat actuel expire le 11 mars. Nous sommes donc de nouveau saisis d'une demande d'audition de Monsieur Leroy pour le nouveau mandat et devons donc de nouveau appliquer la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution et l'article 29, alinéa 1 de notre règlement. Nous devons donc désigner un rapporteur. J'ai reçu la candidature de Monsieur Thiébaut. Est-ce qu'il y a une opposition ? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Nous en venons au second point de notre ordre du jour avec l'examen de la proposition de loi visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, déposé par M. Olivier Faure, et qui sera discuté en séance publique le 29 février dans le cadre de la journée de niche du groupe socialiste. Chers collègues, je ne serai pas plus long et je vais laisser donc la parole à Monsieur Olivier Faure, rapporteur de cette proposition de loi. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Bienvenue une nouvelle fois dans cette commission. Parfait. Bon, merci Monsieur le Président, merci à toutes et tous de m'accueillir dans cette commission à laquelle je n'avais jamais contribué directement. Et donc c'est un vrai plaisir de vous retrouver et de venir exposer devant vous cette proposition de loi qui vise effectivement à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le principe a été exposé par le COJO. Les Jeux doivent payer les Jeux. Il y a forcément un accroissement de l'offre de transport que va générer donc ces Jeux, un surcoût estimé de 200 millions d'euros. Et donc la question toute simple qui nous est posée est de savoir qui doit payer. Cette proposition de loi met aux voix une alternative au doublement des tarifs publics franciliens qui a été annoncée par la présidente de la région en novembre dernier pour financer l'offre supplémentaire de transport en commun mis en service durant la période des Jeux. Au fond, il s'agit de conserver aux Jeux leur caractère populaire, que les JO et les Jeux paralympiques restent une fête à laquelle tous sont associés, y compris ceux qui n'auront pas la chance d'assister directement aux compétitions. Il s'agit d'éviter aussi, je le dis pour celles et ceux qui appartiennent à la majorité régionale, d'éviter à la région Île-de-France d'endosser la colère d'usagers qui seront pénalisés alors même que les Jeux se déroulent chez eux et qu'ils n'y ont pas accès. Cette augmentation tarifaire d'ampleur, le doublement du prix des billets à l'unité ou hebdomadaire, impactera en effet de façon indifférenciée l'ensemble des usagers, qu'ils soient spectateurs ou usagers franciliens. Nous avons là une mesure profondément injuste et inéquitable qui revient à faire contribuer les résidents franciliens et tout particulièrement, j'y insiste, les populations les moins aisés, qui utilisent des tickets à l'unité, qui ne disposent pas d'abonnement, qui sont, eux, payés pour partie par l'employeur et qui ne participeront pas donc, à ces Jeux olympiques. Qui sont-ils ? Je rappelle que les titres à l'unité sont plus fréquemment utilisés par les personnes les plus éloignées d'une situation d'emploi classique, en particulier les chômeurs, les travailleurs précaires, les retraités, les inactifs, qui ne bénéficient pas du dispositif de remboursement partiel du prix de l'abonnement au transport public prévu par le Code du travail. Les personnes résidant en Île-de-France susceptibles d'utiliser les transports en commun durant les Jeux sont également celles et ceux qui ne partiront pas en vacances l'été.
Or, rappelons-le, celles et ceux qui se privent de vacances l'été le font rarement pour des raisons qui seraient liées à leur attachement atavique à leur territoire, mais simplement aux conditions financières qui leur sont réservées. Et donc, le non-départ en vacances est évidemment très lié aux finances de chacun. Et je pense notamment aux plus jeunes qui vont devoir passer l'été en regardant les Jeux à la télévision sans pouvoir se déplacer dans toute l'Île-de-France. Alors que les Jeux devraient être l'occasion de festivités populaires, l'injustice de la mesure est de nature à dégrader leur image en alimentant l'idée que les Jeux sont destinés à des populations non résidentes et très favorisées, au détriment de populations locales qui n'auront pas d'accès aux compétitions et qui devront contribuer, malgré tout, à l'insu de leur plein gré, à l'augmentation de l'offre de transport. C'est également un très mauvais signal écologique. La tarification très élevée qui sera appliquée n'incitera pas au recours au transport en commun et majorera les problématiques existantes de pollution de l'air, de nuisances sonores et de congestion routière pendant la période. Depuis Sydney en 2000, l'ensemble des villes olympiques, à l'exception de Rio, ont significativement fait le choix de la gratuité, à minima pour les transports des spectateurs munis de billets. L'objectif recherché a toujours été d'améliorer la gestion des flux de personnes et de réduire au maximum la circulation routière. Paris 2024 fait donc un choix à contre-courant. Les auditions que j'ai conduites auprès de l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, du comité d'organisation des Jeux, le COJO, des services du ministère des Transports, mais aussi de la ville de Paris, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de l'association d'usagers Plus de Train, m'ont par ailleurs permis d'aboutir à la conclusion suivante. Cette décision n'a malheureusement pas fait l'objet de concertation au sein de l'écosystème des Jeux et des acteurs publics. Elle n'a pas non plus été préparée pour en atténuer les conséquences sociales, environnementales et même organisationnelles. D'après son audition, IDFM sous-estime assez largement l'impact de la mesure pour les Franciliennes et les Franciliens. Si l'autorité organisatrice invite les usagers à anticiper l'achat de leurs tickets et billets avant le 20 juillet 2024, cette solution s'adresse à des personnes informées, en capacité d'avancer des frais, d'anticiper l'ensemble de leurs déplacements pendant les 7 semaines qui démarreront avec les Jeux olympiques et s'achèveront avec les Jeux paralympiques. Il est important de rappeler que ces Jeux paralympiques se dérouleront en pleine période de rentrée scolaire et que la période interstitielle, donc celle qui sépare les Jeux olympiques des Jeux paralympiques, est également couverte par la tarification doublée prévue par Île-de-France Mobilité. L'étendue et la nature des périodes concernées rend donc particulièrement difficile l'achat de billets par anticipation. L'effort de trésorerie pour une famille modeste est très significatif. Lors de son audition, IDFM a également pu présenter l'abonnement Navigo Liberté Plus comme une solution permettant de bénéficier de tickets de métro à 1,73 € durant les Jeux. Toutefois, je rappelle, cet abonnement est aujourd'hui à la fois méconnu, peu répandu, et il nécessite d'être prélevé mensuellement sur un compte bancaire, ce qui exclut par nature ceux qui n'en disposent pas. Et surtout, il ne couvre pas les trajets réalisés en RER ou en train hors de Paris. Pour les usagers de la Grande Couronne, dont je suis l'élu, chacun comprendra qu'ils y voient là aussi une forme de mépris social auquel je vous appelle à renoncer. IDFM a renoncé à étendre la couverture de cet abonnement pour les Jeux et n'a pas à ce jour engagé de véritables campagnes de communication pour faire connaître le dispositif. J'entends bien que les parlementaires ont reçu depuis ce matin des mails les informant des 2 solutions que je viens de vous présenter et qui sont très insuffisantes pour essayer de faire contre-feu à cette proposition. Mais ce que je propose à la présidente de région et ce que je vous propose à vous aussi, chers collègues, c'est tout simplement d'aller chercher d'autres sources de financement plus justes, équitables, possibles et qui n'ont pas été suffisamment réfléchies et débattues de façon claire et transparente. La responsabilité du COJO est patente, selon le principe rappelé en audition par Pierre Cuneo, directeur des transports au sein du comité. Les Jeux auraient dû financer les Jeux. Il aurait été légitime que les recettes tirées des Jeux couvrent les surcoûts associés pour le système de transport public,
comme s'était engagé à le faire le comité jusqu'à récemment, conformément au dossier de candidature de la ville de Paris en 2017. La décision d'augmenter les tarifs prise unilatéralement par IDFM a eu lieu après que le COJO ait renoncé à prendre en charge la gratuité des transports en commun pour les spectateurs munis de billets. Je rappelle que le COJO avait prévu à cet effet une enveloppe de 50 millions d'euros. Le surcoût est lui-même estimé à 200 millions d'euros. C'est dire aussi l'écart qu'il y a entre ce qui était prévisible de ce qu'est serait l'emploi des gens qui viendraient assister aux compétitions et que le COJO s'engageait à financer pour leur transport, et ce qui restera potentiellement à charge des Franciliens, 150 millions d'euros. Cette décision doit également plus largement nous interroger sur notre système de financement des transports franciliens. Elle témoigne en effet d'impasse budgétaire pour l'année 2024, que les négociations récentes avec l'État ayant donné lieu à 2 missions d'inspection, un protocole d'accord et plusieurs mesures adoptées dans la dernière loi de finances n'ont permis ni d'anticiper ni de résoudre. En particulier, le protocole d'accord que vous connaissez, signé le 26 septembre 2023 entre l'État et IDFM, ne prévoit pas de mesures spécifiques pour éviter aux Franciliens de supporter le surcoût des Jeux Olympiques. C'est donc tout l'objet de cette proposition de loi que de ramener la transparence dans ces débats en actant d'abord un gel des tarifs des transports publics pour 2024 et ensuite en affectant à IDFM une recette supplémentaire exceptionnelle pour la période des Jeux. La proposition de loi initiale prévoit à ce titre, plutôt que de doubler les tarifs des transports des Franciliens, de doubler le montant de la taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à IDFM pour les nuitées comprises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, de façon à atteindre avec certitude le montant estimé de 200 millions d'euros. La taxe de séjour est un bon choix à plus d'un titre. Elle permet de cibler les touristes et les visiteurs qui bénéficient largement des transports franciliens sans y contribuer fiscalement. Elle représente un faible surcoût proportionnellement au coût de la nuit et n'a pas ou très peu d'effet désincitatif sur la fréquentation touristique. Elle est indolore, y compris d'un point de vue microéconomique. L'augmentation proposée dans la proposition de loi initiale porterait temporairement le montant de la taxe de séjour par nuitée et par personne à Paris, à titre d'exemple, 5,25 € dans un hôtel 2 étoiles contre 3,25 € actuellement. J'insiste sur l'ordre de grandeur. Si le taux de 400% a pu en effrayer certains dans la proposition de loi, eh bien, les augmentations dont nous parlons sont en réalité très raisonnables, particulièrement dans un contexte de flambée des coûts de l'hébergement pour les Jeux. Et je vous donne quelques exemples qui vous feront peut-être non pas frémir, mais qui vous informeront sur ce que sont les coûts qui sont ceux qui vont être, enfin les tarifs qui vont exploser pendant les JO 2024. Je vous donne l'exemple d'un hôtel, Paris-Vaugirard. L'exemple est pris par le journal Le Parisien, auquel vous pourrez tous vous référer. Hôtel 3 étoiles. En 2023, le coût de la chambre à la même époque était de 90 €. Il passe à 1 363 €. L'augmentation est de 1514%. Et donc, augmenter la taxe de séjour de 400% ne me paraît pas complètement fou, en ramenant à ce que ça représente en valeur absolue, je le rappelle, 5,25 € pour un hôtel 2 étoiles. Toutefois, en réponse à l'audition que j'ai pu mener avec le secteur hôtelier, en écho aussi à certains amendements que j'ai pu observer, j'ai cherché la voie d'un compromis acceptable par tous et déposé un amendement qui vise à rendre plus progressive l'augmentation de la taxe de séjour selon la catégorie d'hébergement, ce qui permettrait d'éviter un surcoût pour les catégories les plus populaires, encore que, je vous l'ai indiqué à l'instant, à 3 étoiles, c'est 1 300 €. Donc c'est loin d'être des catégories auxquelles peuvent accéder les populations de la classe moyenne et encore moins des classes populaires. Par cet amendement, les montants de la taxe de séjour resteraient inchangés pour les hôtels classés 2 étoiles et moins. Le taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour augmenterait ensuite proportionnellement à hauteur de 400% pour un 3 étoiles, soit 8,40 €, jusqu'à 1000% dans un palace, soit 51,75 € par personne et par nuitée pour des nuits qui coûtent elles-mêmes plusieurs milliers d'euros.
Je serai également favorable, je le dis dès à présent, à l'amendement déposé par Clémence Guettet du groupe LFI et issu du rapport de l'inspection des finances de 2023 visant à instaurer une contribution de 1 à 3 euros pour les passagers embarquant ou débarquant dans les 3 grands aéroports, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Vous comprendrez même que si nous adoptions cet amendement de Clémence Guettet, je pourrais, pour la séance publique, redéposer un amendement qui permettrait là de faire en sorte que même les 3 étoiles ne soient pas touchées par le surcoût, puisque l'amendement de Clémence Guettet couvrirait intégralement le surcoût qui pourrait être normalement absorbé par les usagers, les clients des 3 étoiles. J'attends ainsi beaucoup de nos débats en commission pour aboutir à une proposition qui partage de façon plus juste et équitable l'effort financier attendu pour le financement des transports franciliens durant les Jeux. Et j'appelle donc l'ensemble des groupes à réagir à cette mesure qui constitue à plusieurs égards un rendez-vous manqué pour faire des Jeux un événement festif et populaire. J'ajoute enfin que cette proposition est aussi une façon, bien sûr, de se poser la question de manière pérenne du financement des transports franciliens. Je ne voudrais pas que nous nous habituions à l'idée que la variable d'ajustement, ce sont les usagers eux-mêmes. Et donc, c'est un appel, évidemment, à ce que chacun, dans ce moment très particulier, adresse un signal qui soit un signal clair. Les usagers ne peuvent pas être la variable d'ajustement. S'il doit y avoir des surcoûts générés par une offre de transport qui s'accroît, par des événements extraordinaires qui viennent égrener la vie des Franciliens, ça doit être pris en charge par d'autres moyens que les tarifs des transports qui pèsent d'abord sur les plus modestes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe, nous en venons aux orateurs des groupes, et donc pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence. Et comme vous me l'avez demandé, les orateurs de groupe apparaissent juste derrière moi. Voilà. Une innovation. Monsieur le Président Valence, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi est d'abord démagogique parce qu'on voit bien que l'horizon qu'elle entretient, qu'elle cultive, c'est celui de la gratuité, comme s'il n'y avait pas à la fin quelqu'un qui payait toujours en matière de transport, que ce soit l'usager ou le contribuable. Et tous les systèmes de transport solides sont des systèmes qui sont bien financés par l'usager. Cette proposition de loi, elle est imprécise, d'abord parce que vous affirmez dans votre rapport que jamais dans l'organisation des Jeux Olympiques récents, une augmentation de tarifs n'a été pratiquée et qu'à chaque fois c'était financé par les comités d'organisation olympique. C'est inexact. Il suffit de revenir à 2016, à Rio et à bien d'autres exemples pour s'en rendre compte. Et c'est toujours un mauvais postulat que d'affirmer que quelque chose n'est jamais arrivé. Et souvent l'exemple montre le contraire. Elle est imprécise aussi parce que vous êtes incapable de chiffrer ce que rapportera l'augmentation de 400% que vous évoquez de la taxe additionnelle, incapable de nous assurer qu'elle permettrait de couvrir les surcoûts liés à l'augmentation de l'offre de 15%. Cette proposition de loi, enfin, elle est dangereuse parce qu'elle est attentatoire à un principe fondamental de notre droit, le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Article 72.3 de notre Constitution. IDFM est une autorité organisatrice. Imaginerait-on, s'il s'agissait d'une autre région, prendre une décision et la proposer même à l'Assemblée nationale? Imagineriez-vous le faire pour la région Centre-Val de Loire, monsieur le rapporteur, qui accueille des épreuves à Châteauroux de tir? Enfin, cette proposition de loi est dangereuse parce qu'elle brouille le message qui invite les usagers occasionnels, ceux qui achètent des titres individuels, à les acquérir avant la période d'augmentation, c'est-à-dire avant le 20 juillet. C'est la raison pour laquelle, et sans aucune hésitation, et notamment parce qu'il s'agit d'un texte qui s'adresse spécifiquement à la région Île-de-France et à sa présidente, donc un texte très politique, le groupe Renaissance votera contre cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Philippe Ballard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je salue votre volonté de plafonnement des tarifs pour les transports franciliens. Mon groupe s'oppose fermement à la hausse envisagée des tarifs dans les transports en commun en Île-de-France. Il n'est pas envisageable que les usagers qui subissent depuis des années une hausse notable de leur abonnement ou du prix des titres de transport soient confrontés à une nouvelle hausse, alors même que le réseau francilien, de l'aveu de très nombreux observateurs, n'est plus en capacité d'accomplir ses missions et devient un calvaire
pour ces millions de voyageurs quotidiens. Une hausse subite et disproportionnée des tarifs constitue un véritable affront contre ces millions de nos compatriotes qui utilisent ces transports. Cela fait de nombreux mois que le Rassemblement national alerte sur l'impasse financière du STIF, puis d'IDFM, compte tenu des trajectoires engagées au fil des années. L'ère socialiste des années 98 à 2015 aura brillé par son sous-investissement chronique, obligeant alors l'établissement public à devoir enfin entreprendre des projets de taille dès 2015, autrement dit à mettre sur la table des sommes conséquentes qui n'ont pour effet que de creuser une dette déjà explosive. Cependant, chers collègues, il est inconcevable pour nous de faire peser le coût de cette proposition sur une hausse de la taxe du séjour sur l'hôtellerie. Cette solution est fortement critiquée par les professionnels du secteur, comme le groupement des hôtelleries et restauration de France, qui dénonce une nouvelle hausse de la taxe de séjour qui vient franchement, je les cite, mettre à mal la compétitivité de l'hôtellerie parisienne et francilienne, en faisant notamment de Paris l'une des villes avec la taxe de séjour la plus élevée du monde. En plus d'un message désastreux renvoyé aux touristes, cette mesure impacterait directement le pouvoir d'achat des Français au vu des estimations faites de la fréquentation pour ces JO par l'Office de tourisme de Paris, qui prévoit uniquement 8% de touristes étrangers. Par conséquent, il est impossible, chers collègues, pour mon groupe de voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci, Président. Les transports en commun aujourd'hui pour les franciliens, il faut le dire très simplement, c'est un enfer, avec pour conséquence du stress permanent, des retards réguliers, des journées de travail ou de cours qui sont perturbées, des rendez-vous médicaux qui sont manqués et des familles qui doivent tout réorganiser. Dans ma circonscription, la ligne 8, les RER C et D sont une galère quotidienne pour les gens. Pour ce service dégradé, au fil du temps, le prix, lui, a augmenté. Le Navigo était à 70 € en 2016, l'abonnement atteint 86,40 € aujourd'hui. Comme si la situation n'était pas déjà intenable, la Macronie prévoit un cruel cadeau pour cet été. Après l'augmentation des prix de l'alimentation, de l'énergie, ce sera 4 € le ticket pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelle honte et quel dommage. Les Jeux auraient dû être une occasion de promouvoir le sport populaire et de garantir un droit à la mobilité pour toutes et tous. Mais c'est l'inverse qui va advenir. Le préfet de région affirme aujourd'hui qu'il sera impossible d'acheminer les spectateurs des JO, sauf, et je le cite, si tous les autres voyageurs ou presque étaient dissuadés de prendre les transports. Madame Pécresse décide donc de nous assommer d'une taxe sur les billets, qui est à ajouter aux autres conséquences déjà désastreuses. Des jardins ouvriers sont détruits, des étudiants sont chassés de leur logement, tandis que les ouvriers meurent sur les chantiers du Grand Paris Express. Dans ce contexte, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui se contente d'annuler une énième hausse de prix supplémentaire. On prend. Mais c'est surtout, pour nous, une nouvelle occasion de parler des transports en Île-de-France, qui devrait être une pierre angulaire de la vie digne, au service d'une bifurcation écologique planifiée. Ils sont aujourd'hui progressivement ouverts à la concurrence. Seuls 3% des stations sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite et les horaires de travail des conducteurs sont allongés en vertu de la pseudo-compétitivité. Il y a tant de chantiers à entreprendre, en particulier la gratuité, qui est un horizon possible pour celles et ceux qui en ont besoin, pour les jeunes, les précaires, les familles monoparentales, les jeunes. Bref, les franciliens n'en peuvent plus de tant de négligence et d'abandon. Il est temps d'agir, c'est le sens de nos amendements. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Pierre Tête. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le rapporteur, le comité d'organisation a renoncé fin 2022 à prendre en charge la gratuité des transports, inscrit pourtant dans l'acte de candidature. Les 200 millions d'euros nécessaires au renfort de l'offre sera donc assumé par Île-de-France Mobilité. Sa présidente, Valérie Pécresse, a été claire, ce n'est pas aux usagers habituels de payer ces 200 millions d'euros, mais plutôt aux 500 000 spectateurs qui viendront chaque jour assister aux compétitions. Le vrai sujet est le manque de soutien de l'État en faveur des transports publics. Le non-respect du planning des chantiers et le déficit de matériel roulant expliquent en partie l'appel lancé aux Français à rester chez eux. Il y a la dégradation de la qualité de service que vous dénoncez, certes, mais qui est largement imputable à la RATP et à la SNCF, et la présidente d'Île-de-France Mobilité les rappelle régulièrement à leurs devoirs. L'ouverture à la concurrence pourrait d'ailleurs y remédier. Reste la question du financement des transports publics en Île-de-France. L'idée d'augmenter la taxe de séjour pour cibler les touristes est déjà appliquée depuis le 1er janvier. Le faire davantage pénaliserait évidemment notamment le secteur hôtelier.
L'avenir dira si le doublement du linéaire est compatible avec le pass Navigo gelé, dézoné, et nous couvrant que le tiers du coût du service que vous avez mis en place avec Jean-Paul Huchon, entraînant 300 millions d'euros de déficit par an et par conséquent l'obligation d'un rééquilibrage budgétaire par de nouvelles recettes que vous reprochez aujourd'hui à la présidente en place. D'autres recettes, comme un prélèvement sur la plus-value immobilière, pourraient être envisagées, mais c'est avant tout une fréquentation accrue grâce à une meilleure qualité de service qui générerait les recettes supplémentaires attendues. On notera que les tarifs en province et dans des grandes villes est largement supérieurs. 280 € pour un abonnement mensuel à Londres, 186 € à Berlin. Et que la gratuité que promeuvent les socialistes, à Montpellier notamment, et le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergrit, fait peser le financement entièrement sur le contribuable et les entreprises. Vous l'avez compris, en l'état, le groupe Les Républicains ne votera pas cette PPL. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Taxons, taxons et retaxons. Voici le nouveau guide de la pensée feignante de votre parti socialiste, Monsieur Faure. Et je dis bien du vôtre, car je sais qu'un grand nombre de ses membres, même peut-être dans cette salle, ne s'y reconnaissent aucunement. Après avoir livré pour quelques sièges ce grand parti à la Mélenchonie, vous la singez dans cette PPL en reprenant ses réflexes pavloviens, mais aussi son manque de rigueur et sa démagogie. Le premier problème de cette PPL, c'est qu'elle s'appuie sur un constat qui est faux. Vous le savez très bien, cette tarification exceptionnelle ne concerne pas l'immense majorité des franciliens. Le prix des amendements reste inchangé, tout comme celui des trajets de l'abonnement Liberté Plus. Et pour les autres, il existe une solution assez simple qui consiste à acheter à l'avance, c'est-à-dire avant le 20 juillet, quelques tickets au tarif normal qui pourront bien sûr être utilisés pendant et après les Jeux. Son deuxième problème, c'est qu'elle n'est pas chiffrée correctement. Après avoir compris qu'on ne double pas une recette en doublant un pourcentage, vous déposez en dernière minute un amendement lunaire proposant une taxe additionnelle sur la taxe de séjour allant jusqu'à 1000%. Et les riches ne sont pas les seuls concernés, puisqu'une famille de classe moyenne qui viendrait passer 3 jours à Paris en novembre dans un 3 étoiles ou un Airbnb serait surtaxée à 400% pour payer le transport des touristes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Où est la justice ? Pourriez-vous d'ailleurs, s'il vous plaît, fournir à notre commission le détail du calcul qui vous permet d'arriver à 200 millions d'euros de recettes avec votre super taxe ? J'avoue que c'est loin d'être clair. Le troisième problème de cette PPL, c'est qu'elle piétine le principe de décentralisation. Non, ce n'est pas l'État qui fixe les tarifs des transports communs en Île-de-France. Ça n'était pas le cas à l'époque de M. Huchon. Dieu sait pourtant si nous payons aujourd'hui les conséquences de son sous-investissement chronique et de son pass Navigo à tarif unique non financé. Ça ne l'est pas non plus à celle de Mme Pécresse. Chers collègues, vous aurez toute l'occasion quels de que vous soient les exprimer. reproches Seul que Monsieur l'on Millienne peut a la lui parole. faire. Vous l'aurez compris, Monsieur le rapporteur, notre groupe démocrate votera contre cette PPL. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quoique on pense des propos des rapporteurs, chers collègues, on laisse les orateurs parler. Vous avez toute l'occasion de vous exprimer dans le cadre de votre rôle de représentant des groupes politiques et vous pouvez même prendre la parole par la suite si vous le souhaitez. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Jérôme Gage. Merci, Monsieur le Président. Avec Olivier Faure et les députés socialistes, je suis heureux d'avoir contribué à la rédaction de cette proposition de loi parce qu'elle répond, contrairement à ce que j'ai entendu, à un enjeu non pas de bon sens, le terme est beaucoup galvaudé, mais de justice. Parce que le choix est simple. Faire supporter par 90% des 15 millions de visiteurs qui vont venir pendant les Jeux Olympiques, qui seront des Français, et parmi eux, pas uniquement des Franciliens. C'est pour ça que je le dis tout de suite, c'est une proposition de loi qui n'est pas une proposition de loi francilienne. C'est une proposition de loi de justice pour des Bretons, des Normands, des gens du Sud-Ouest ou d'Alsace qui vont venir passer 1 jour, 2 jours ou 3 jours pendant les Jeux Olympiques et qui vont découvrir, parce qu'eux n'ont pas la possibilité d'acheter le carnet de tickets quelques jours à l'avance, que pour se déplacer, ils vont devoir payer 4 € le ticket ou alors le pass journalier à 16 € pour les personnes. Et donc, vous préférez faire le choix de dire ces utilisateurs français ou les franciliens, notamment les plus précaires, parce que c'est très documenté que ceux qui utilisent les tickets de métro au jour le jour, ce sont souvent les plus précaires, c'est eux qui devront financer ce surcoût de 200 millions d'euros. Et donc, la solution alternative que nous vous proposons est une solution de justice. Et nous vous détaillerons tout à l'heure l'amendement et le chiffrage, contrairement à ce que vous dites, qui est précis. Et je vais vraiment terminer par un exemple.
parce que le chiffre en effet d'augmentation de 1000% qui est proposé dans l'amendement, il peut paraître effrayant. Le 23 juillet, à l'hôtel Bristol à Paris, avant même le début des Jeux Olympiques, la chambre est à 2620 €. 2620 €. La proposition que nous faisons, c'est de passer sa taxe de séjour de 15 à 51 €. 15 €, c'est ce qu'il y a déjà, d'ores et déjà dans le droit existant. On augmente de 40 € sur un coût global de 2620 €. Et ça, sur les palaces et les 5 étoiles et les 4 étoiles, Merci. dont les tarifs sont déjà très élevés, ça suffit à financer les 200 millions. On va vous en faire la démonstration, donc un peu de cohérence au service de la justice sociale. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, votre proposition de loi visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vise à empêcher la hausse prévue de la tarification d'Île-de-France Mobilité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il est en effet prévu qu'entre le 20 juillet et le 8 septembre de cette année, la grille tarifaire soit revue à la hausse pour financer l'augmentation de l'offre de transport en commun. Le ticket de métro à l'unité passera par exemple d'un peu plus de 2 € à 4 €. Votre groupe propose de façon alternative à cette hausse des tarifs que soit augmentée temporairement la taxe de séjour additionnelle dans la région Île-de-France. Cette taxe de séjour additionnelle, portée à 200% dans la loi de finances pour 2024, passerait ainsi à 400%, voire 1000% par amendement. Les recettes ainsi collectées seraient reversées à Île-de-France Mobilité pour financer l'augmentation de l'offre de transport pendant les JO. Pour autant, les auteurs de la présente proposition de loi omettent de préciser que l'augmentation prévue des tarifs de transport en commun n'impacteront qu'à la marge les voyageurs franciliens. En effet, le prix sera toujours le même pour l'ensemble des titulaires d'abonnements mensuels et annuels et des personnes bénéficiaires de la tarification sociale ou de forfaits préférentiels comme les seniors ou adultes handicapés. Cela concerne la moitié des 10 millions d'usagers quotidiens des transports en commun. Et pour les 4 millions d'usagers occasionnels du métro, du bus et des trains et RER de banlieue, il leur est tout à fait possible d'anticiper leur achat de tickets à l'unité ou en carnet au tarif habituel avant le 20 juillet 2024 ou de souscrire à l'abonnement gratuit Liberté Plus, lequel permet, sous réserve de présenter un justificatif de domicile en Île-de-France, de payer leur trajet de métro et de bus à 1,73 € seulement. Ainsi, l'évolution des tarifs impactera principalement les visiteurs et touristes présents pour les JO et lesquels seront les usagers bénéficiaires de l'augmentation de 15% de l'offre de transport prévue. Cela ne paraît donc pas injuste qu'ils contribuent au financement de la montée en puissance du réseau. Au-delà de notre réticence à venir entraver la décision prise par l'établissement public Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des mobilités compétente en la matière, nous remarquons que la proposition d'augmenter la taxe de séjour additionnelle. Merci. Ainsi, le groupe Horizon et Apparentés ne soutiendra pas la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Julien Bayou. Juste votre micro, s'il vous plaît, chers collègues. Madame Violent. Madame Violent, votre micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ces Jeux Olympiques deviennent chaque jour un boulet puisqu'ils se font sans ou contre les habitants. Évidemment, il y a l'aspect humaniste et internationaliste que chacun soutient, mais là, très concrètement, on voit bien que les profits seront captés par quelques-uns, défiscalisés, et les nuisances seront subies par le plus grand nombre. On nous promettait une fête et on va tout droit vers la gueule de bois qui risque de suivre, entre absence d'héritage qui était promis et la dette à rembourser. Pendant ce temps-là, les transports franciliens traversent une crise sans précédent. C'est des répercussions sur les familles, sur la vie professionnelle, c'est des journées de travail ratées, c'est des examens ratés, c'est du stress qui serait parfaitement évitable. Et tout ça est dû à l'incurie de la présidente de région Valérie Pécresse qui, depuis 10 ans, promet et ne fait rien, entre sous-financement, absence de moyens, des recrutements insuffisants et bien sûr, maintenant, le risque de la privatisation, la mise en concurrence, une folie qui va déstabiliser encore davantage le réseau de transport. Une folie qu'il faut abandonner au plus vite. Et donc évidemment, si vous rajoutez en plus l'augmentation des tarifs pendant ces Jeux Olympiques, ça ne peut que cibler des usagers qui n'ont pas d'autre choix. Et donc évidemment, le groupe écologiste soutient la proposition d'Olivier Faure, qui se soucie enfin des millions de Franciliens qui n'en peuvent plus. Donc les dispositions qui sont proposées vont dans le bon sens, c'est le gel des tarifs et c'est cette majoration de la taxe de séjour additionnelle qui est parfaitement indolore. C'est un financement juste. La hausse des tarifs, elle touche tout le monde, tant les touristes que les Franciliens sans abonnement. Là, c'est indolore. Ça a été dit, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros en plus pour des chambres à plusieurs milliers d'euros. C'est parfaitement indolore, redisons-le.
alors que l'autre solution, celle proposée par la présidente de région, elle risque de peser sur l'utilisation des transports en commun. Il s'agit aussi, par ce changement d'affectation, de réduire la congestion routière ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES, la parole est à Madame Soumia Bouroua. Merci, Monsieur le Président. Les Jeux doivent financer les Jeux. Pourtant, sur le volet des transports, il y a de quoi être inquiet. Dans le cadre de financer les Jeux, il est prévu que les recettes qui sont générées contribueraient à couvrir les surcoûts liés au transport en commun. Cependant, Île-de-France Mobilité a opté pour une répartition partielle de ces coûts auprès des usagers franciliens ne disposant pas d'abonnement. Le ticket va donc passer de 2,10 € à 4 €, ainsi que tous les autres forfaits hors abonnement qui seront augmentés de 100%. Les élus communistes ont toujours soutenu l'idée que les Jeux devaient être une célébration populaire, accessible à tous les habitants de la région francilienne. Malheureusement, ce sont les usagers occasionnels, franciliens, mais pas que, ça a été dit, qui seront les premiers impactés par cette augmentation. Les utilisateurs de billets à l'unité seront souvent issus des couches sociales moins favorisées de la population francilienne et la majorité de ces achats se fait en banlieue. Environ 6 millions d'usagers se déplacent au moins une fois par mois en utilisant des tickets ou des billets vendus à l'unité. Cette décision risque donc de toucher des milliers de franciliens qui travailleront cet été ou ne partiront pas en vacances et qui ne pourront pas anticiper l'achat de billets sur un mois et demi. De plus, la promotion de l'utilisation des transports en commun au détriment des véhicules individuels initialement liés à la gratuité des transports pourrait être compromise face à une telle augmentation. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui se veut être un texte plus juste qui permettrait de faire rentrer de nouvelles recettes via l'augmentation de la taxe de séjour sur les nuits d'hôtel, sur les palaces et campings pour financer le coût des transports en commun durant ces Jeux. Et le groupe GDR est favorable et nous soutiendrons ce texte. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants Outre-mer et Territoires, merci, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Encore une promesse non tenue qui ne peut que nous indigner au groupe LIOT, comme elle a indigné les auteurs de cette proposition de loi. En effet, contrairement à ce qu'indiquait le dossier de candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, qui s'engageait à ce que les transports publics soient gratuits pour tous les détenteurs de billets pour les Jeux, on nous annonce aujourd'hui une envolée de leurs tarifs cet été. Un très grand nombre d'usagers pâtiront de cette flambée. Tout d'abord, les franciliens, nombreux, qui n'ont pas d'abonnement et pas forcément sur fond d'inflation les moyens d'anticiper en achetant aujourd'hui leur titre de transport. Ensuite, les touristes français ou internationaux qui dépenseront déjà beaucoup pour venir à Paris et y être hébergés. L'image de notre pays sera ternie par ce revirement, je pense, d'autant que le prix des billets de transport sera désormais bien plus élevé que dans les autres capitales européennes. Seuls les usagers franciliens semblent lucides sur ce qui les attend et cet été, ils ne voient pas comment, avec un flux de 800 000 voyageurs quotidiens, leurs conditions de voyage vont pouvoir s'améliorer. Au-delà des cohues et retards excessifs qu'ils redoutent, c'est aussi le niveau de sécurité qui les inquiète. Les campagnes les incitant à télétravailler, à se déplacer en trottinette ou à partir en vacances se veulent pleines d'optimisme mais sont, à mon avis, à côté de la plaque. Imaginer que la majorité des franciliens va pouvoir changer ses habitudes cet été est illusoire. Pour revenir à la proposition de loi qui nous intéresse aujourd'hui, elle part d'une bonne intention. Elle permet d'éviter le problème majeur qui se pose avec l'augmentation prévue des titres de transport. Elle évite que les franciliens aient à payer la facture des Jeux Olympiques, seuls les touristes en ayant la charge. Alors c'est loin d'être la panacée puisque ce n'est pas, je le répète, ce qui avait été promis aux spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cela reste néanmoins un moindre mal. Aussi, notre groupe votera majoritairement pour cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Je vous propose de prendre les questions, prises de parole. Non, c'est bon. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir? Monsieur le rapporteur. Non, mais finalement, il s'est retiré. Monsieur le rapporteur, je vous laisse le soin de répondre et puis on... Volontiers. Bon, c'est un débat intéressant et je suis ravi de pouvoir le conduire avec vous. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Valence. Ah oui, ne soyez pas surpris, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'argent magique. C'est le président qui l'a dit, c'est donc une parole quasi d'évangile. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent magique.
il arrive toujours de quelque part. Vous dites, la gratuité n'existe pas. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui paye. Vous dites, c'est l'usager ou le contribuable. Eh bien, précisément, et souvent les deux, et précisément, cette fois-ci, c'est ni l'un ni l'autre. La proposition de loi propose justement de le faire reposer ni sur l'usager, ni sur le contribuable, mais sur le touriste qui vient précisément, et je rappelle les tarifs qui vont être pratiqués et qui vont être augmentés de plusieurs centaines de pourcents. En fait, vous êtes indignés parce qu'on pourrait prélever sur la taxe additionnelle à la taxe de séjour, l'augmenter de parfois jusqu'à 1000%, 400% dans la proposition initiale, jusqu'à 1000% si on fait du progressif. Et ça vous indigne. Mais la réalité, c'est que si vous reprenez les tarifs qui sont pratiqués en Île-de-France pendant les Jeux, mais ce sont les tarifs des nuitées qui ont augmenté. Et là où, en fait, je vous redonne l'exemple de l'hôtel Paris-Vaugirard, où on passe de 90 € à près de 1363 €, donc une augmentation de 1514%, c'est un 3 étoiles. Si je prends la proposition initiale dans ce 3 étoiles, nous proposons de prélever en supplément de ce qui est déjà prévu depuis le 1er janvier 2024, nous proposons de prélever 3,20 € de plus. 3,20 € de plus. Et si on fait la proposition, si on allait prendre la proposition de Clémence Guettet de taxer aussi, là aussi, suite à la proposition de l'IGF, de taxer de 1 à 3 € les billets d'avion sur ceux qui arrivent au Bourget, à Orly ou à Roissy, on pourrait même supprimer les 88 millions qu'on attend sur les 3 étoiles. C'est-à-dire qu'on commencerait à prélever, et attendez, à prélever quoi? À prélever 7,50 € sur un 4 étoiles, 13 € sur un 5 étoiles, 36,80 € sur un palace. Mais j'ai une question à vous poser toute simple. À partir de quel moment vous considérez que les gens des classes populaires peuvent accéder à un 4 étoiles, à un 5 étoiles ou à un palace? Qui voulez-vous protéger? Qui voulez-vous faire aujourd'hui bénéficiaire de ce grand mercato financier auquel nous assistons là? Parce que les 200 millions, c'est vrai, vous avez raison, quelqu'un va les payer. Et justement, Monsieur Valence, qui va les payer? Eh bien, nous proposons qu'on puisse les faire payer par ceux qui en ont les moyens. C'est quand même ce qu'a rappelé Jérôme Guedj à l'instant, un principe de justice. Alors, j'entends cette histoire-là, les socialistes, les communistes, les écologistes, les insoumis, c'est taxons, taxons, taxons. J'apprécie le sens de la nuance de Monsieur Millienne, qui a toujours l'avantage, mais oui, qui a l'avantage de la modération, mais là aussi, je vous prends au mot, ou plus exactement, je prends au mot celui qui est encore votre leader, même si je comprends qu'il est contesté. Il a dit qu'il y avait aujourd'hui une rupture possible entre Paris et ses territoires. Mais à quoi allez-vous parvenir avec cette taxe qui va obliger en réalité des gens qui viennent peut-être non pas pour les JO, qui viendront en réalité pour visiter quelqu'un de leur famille au moment des JO, ça peut arriver. Des gens qui sont là pour le coup, des Français modestes, qui n'iront pas à l'hôtel, mais qui iront dans leur famille, mais qui, eux, se verront impactés par cette hausse des transports. Quel est l'intérêt, en fait, de les frapper, eux, au portefeuille, alors que vous avez un moyen de faire que les choses se passent très bien? Alors, mais parce que si vous voulez... Alors, écoutez, pour la séance, vous proposerez, en fait, de limiter le surcoût, par exemple. C'est un amendement qui a été proposé par les usagers de dire qu'on pouvait limiter simplement la période des JO. Ce n'est même pas le cas, là. En l'occurrence, vous avez en fait une période pour l'augmentation des billets, le doublement des transports, qui comprend même la période interstitielle entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ah ben attendez, écoutez, là, si vous voulez en fait expliquer... tout à l'heure, M. Valence a dit que c'était flou, notre proposition. Non, elle n'est pas si floue que ça, puisqu'elle vient en fait de chiffrages qui viennent directement en fait, du rapport de la mission de l'IGF de 2023 et des données communiquées par l'UMI. Donc là, en l'occurrence, c'est très précis. En revanche, je vous interroge sur la précision des 200 millions qui vont être couverts par le doublement du tarif des transports. Qui, ici, peut me dire ce que sera la part qui sera réservée aux usagers qui seront les usagers passagers qui viendront uniquement pour les JO ou les para-JO, et celle qui sera réservée aux franciliens ou aux Français qui sont issus de nos régions? Qui peut me préciser quelle sera en fait... Mais les abonnements à l'année, j'y viens.
Les abonnements à l'année. Qui a des abonnements à l'année? Ah bah tous ceux qui travaillent. Mais est-ce que tout le monde travaille? Tout le monde ne travaille pas. Est-ce que les étudiants travaillent? Je vais vous dire... Mais... Chers collègues, s'il vous plaît. Si ça peut vous intéresser jusqu'au bout. J'ai une fille qui est elle-même intermittente du spectacle, qui n'a pas droit au pass Navigo, qui prend ses billets à l'unité. Non mais, enfin, si vous voulez qu'on prenne les précaires, les intérimaires, tous ceux qui sont ceux qui soignent vos parents, qui s'occupent de faire votre ménage, qui sont en fait les auxiliaires de vie, etc. Tous ces gens-là n'ont pas forcément, tous les services à la personne, n'ont pas forcément accès au pass Navigo. Ça n'est pas vrai. Et ces gens-là, ils devront éventuellement anticiper. Mais là aussi, je vous demande de réfléchir un instant. Anticiper sur 51 jours, dont la rentrée scolaire. 51 jours. Pour des gens qui sont à l'euro près. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été dans votre supermarché, que vous n'avez jamais vu des gens qui arrivent à la caisse et voyant que l'addition augmente au-delà de ce qu'ils avaient prévu, abandonnent en bas de la caisse ce qu'ils ont en surnuméraire. Ça vous est arrivé, vous avez quand même, vous aussi, une vie avec les Françaises et les Français. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont à l'euro près. Et vous allez nous expliquer qu'il faudrait qu'ils achètent maintenant des carnets à l'avance, sur 51 jours, sur des déplacements qu'ils ne savent même pas anticiper. Ça paraît assez hasardeux. Bon, sur Philippe Ballard, qui dit qu'il est opposé à la hausse, très bien, mais je vois que vous reprenez le groupement des hôteliers qui dit que ça va mettre à mal la compétitivité. Mais quelle est la compétitivité? En fait, là, c'est un marché qui est totalement captif. Vous venez à Paris, tout le monde a la même fiscalité et tout le monde aura droit à la même taxe de séjour. Personne n'aura à être en compétition avec Rome, Londres ou Barcelone. Vous serez forcément à Paris pour les JO et vous paierez en fait le même tarif, quel que soit l'hôtel où vous irez. Pour le reste, je crois avoir répondu aussi à Jean-Pierre Tété sur... c'est pas tête, pardon. Mais écoutez, ne la perdez pas. Alors, Fauré est un grand musicien, et moi ça m'aurait plu aussi, ça aurait été une belle descendance. Mais je sens que vous allez avoir un débat nourri. Donc là aussi, je vous rappelle que... Oui, puisque vous appartenez au groupe LR et que vous défendez la position de la présidente de région, là encore, j'ai entendu qu'on était en train de s'immiscer dans les comptes d'IDFM. Mais je serai présidente de région, à l'heure où nous nous parlons, je vous dirais, mais écoutez, laissez-les faire. Approuvez cette proposition. Nous ne sommes pas là, en fait, pour venir vous nuire. Nous sommes en train de vous aider à ne pas assumer demain la colère qu'auront les Franciliens et les Français qui verront ces tarifs doublés. Vous devriez vous féliciter de cette opportunité incroyable. Les socialistes viennent au secours de Valérie Pécresse et lui permettent de ne pas avoir à afficher dans son bilan de 2028 de pouvoir dire que les Franciliens n'auront jamais été surtaxés et qu'elle n'aura pas fait payer le surcoût des JO aux Franciliens. Vous avez là une opportunité extraordinaire. Saisissez-la. Voilà. Quant aux autres parlementaires qui se sont exprimés, qu'il s'agisse des Verts, des Insoumis, du PC ou du groupe Lyot, je ne crois oublier personne. Évidemment, des socialistes, je partage leurs arguments et même parfois leurs amendements. Et donc, je souhaite que le débat puisse effectivement aller dans les détails. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, moi aussi, je souhaiterais qu'on rentre dans les amendements, mais je crois que Madame Guettet voulait prendre la parole en complément. Madame Guettet, vous voulez... Oui, il n'y a que vous, Madame Guettet. Je vais le faire quand même parce que En une minute, c'est parti. Je pressens ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire que visiblement, il y a un beau consensus pour voter un amendement de suppression qui va vider ce texte de sa proposition, et je pense que c'est dommage, et j'invite plutôt à voter contre pour qu'on puisse avoir le débat, parce qu'on a déposé de nombreux amendements et que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est mal comprise sur ce qui va être possible et ce qui va être vraiment applicable pendant ces Jeux Olympiques.
Notamment, en fait, les seules solutions, entre guillemets, qu'a proposé Madame Pécresse, c'est le fait que les gens puissent acheter les tickets en avance à l'unité et que les gens ne peuvent pas le faire en réalité. Et c'est ça que vous, visiblement, vous n'avez pas compris, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Parce qu'en fait, on est dans une inflation tellement terrible, les prix de l'alimentation, de l'énergie étranglent les gens et ils n'ont pas les moyens d'acheter 50 tickets ou x2, puisqu'on peut considérer qu'ils font 2 trajets par jour, en avance. Et donc, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque et donc il faut que nous ayons ce débat pour que nous puissions vous éclairer. Je vous rappelle par ailleurs que l'une des propositions de Madame Pécresse n'est pas valable pour le RER et donc pour les habitants des banlieues, des quartiers populaires, dans lesquels il y a, par exemple, 40% de ces quartiers n'ont pas de crèche, pour 2 fois plus de familles monoparentales dans les quartiers populaires. Donc en réalité, vous allez pénaliser toujours les mêmes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont déjà pénalisés. Je déjeunais l'autre jour à côté d'un papa qui m'expliquait que son gamin était viré de son logement Crous, qu'on lui proposait 100 € et 2 places pour les JO. Et là, vous vous apprêtez en tout cas à évacuer d'un trait de plume cette proposition qui mérite d'être discutée et d'être amendée. Donc ayons ce débat. C'est ce que nous allons faire, Madame Guettet. Et je vous propose donc d'attaquer avec l'article 1, avec les amendements de suppression de l'article, le CD1 présenté par Monsieur Juvin. Non, le CD1 présenté par Monsieur Juvin. Merci. Merci, non, Monsieur non, on prend le. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Donc, on l'a compris, l'augmentation de 15% du trafic qui est généré par les Jeux Olympiques, par les besoins des Jeux Olympiques, vont coûter 200 millions d'euros. Donc la question qui se pose, c'est qui doit payer, puisque tout le monde est d'accord au moins sur ce principe. Je suis assez content d'avoir entendu qu'il n'y a pas d'argent magique. Donc il y a bien quelqu'un qui va payer. Alors qui va payer? Est-ce que c'est le COJO? Le COJO ne veut pas payer. Est-ce que c'est la ville de Paris? La ville de Paris ne va pas payer. Est-ce que c'est l'État? L'État ne va pas payer. Ce que nous souhaitons, c'est que l'usager francilien régulier des transports en commun n'ait pas à payer. L'usager francilien est protégé par ces types de transports habituels, je pense au pass Navigo, mais bien autre chose. Et nous ne souhaitons pas que l'usager francilien des transports en commun ait à payer. Nous ne souhaitons pas non plus que le contribuable francilien ait à payer. Vous avez fait la proposition que l'activité économique, les hôtels, aient à payer en réalité par une augmentation de la taxe. Nous ne souhaitons pas non plus impacter l'activité économique. Donc il paraît assez logique de demander aux utilisateurs occasionnels, ceux qui viendront aux Jeux Olympiques simplement, de prendre en charge cette augmentation du service dont ils bénéficieront directement. Les 15% d'activité, c'est pour eux. Donc il paraît logique que ce soit eux qui règlent cette facture de 200 millions d'euros. Par ailleurs, comme vous l'avez dit les uns et les autres, il y a une question de principe, la libre administration des collectivités territoriales. La loi ne va pas imposer à une collectivité territoriale son mode de tarif. Enfin, est-ce que vous accepteriez chacune dans votre circonscription de voir la loi qui décide de vous dire voilà le prix il est de temps. Donc ça nous ne souhaitons pas. Voilà pourquoi Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, nous souhaitons que soit adopté cet amendement de suppression pour revenir à de la sagesse et que les utilisateurs occasionnels, ceux qui viendront au JO, payent les 200 millions d'euros. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, votre avis? Non, il y a juste cet amendement de suppression et donc vous donnez votre avis. Alors, juste si les collègues pouvaient éteindre leur micro, s'il vous plaît. Juste, monsieur, madame Violent, monsieur Pelladel, voilà, super. La parole est à vous, monsieur le rapporteur. Bon, je veux donner quelques chiffres qui vont vous permettre peut-être de réfléchir avant de voter la suppression de cet article qui détricoterait, qui détruirait tout l'intérêt de cette proposition de loi. Vous avez aujourd'hui 50%, je répète bien, 50% des usagers qui n'ont pas d'abonnement. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, vous avez potentiellement 50% des usagers qui sont visés par le doublement du tarif des transports. J'entends que tout à l'heure, M. Tête disait qu'il y avait l'abonnement possible qui est Liberté Plus, qui ne couvre pas au-delà du périphérique. Je vous donne un exemple qui est celui de ma circonscription. Je suis dans la Grande Couronne, un peu au-dessus de Melun. Pour quelqu'un qui viendrait pendant cette période-là à Paris, c'est 12 € l'aller-retour.
Qui en allait faire quoi? Mais je ne sais pas, vous n'avez pas vu qu'il y avait des Jeux Olympiques, par exemple, qu'il y avait des fan zones, qu'il y avait des endroits où on était censé faire la fête? Est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'en ont pas les moyens ne méritent pas eux aussi de participer à cette fête? Vous voulez une fête populaire ou vous voulez une fête réservée à quelques happy few qui seraient en fait déterminés par leur portefeuille? Mais moi, je voudrais une fête populaire. Je voudrais une fête où les gens puissent s'enthousiasmer pour les médaillés olympiques. Je voudrais une fête à laquelle tout le monde peut participer. C'est quand même pas le bout du monde. C'est quand même une fête que nous avons souhaitée. Toutes et tous ici, tout le monde a dit bravo, vive les JO. Bon, très bien. Eh bien, que cette fête-là puisse être la fête de tout le monde. Si vous voulez que ce soit la fête de tout le monde, il faudra y compris que les plus jeunes, qui n'ont pas d'abonnement, qui sont issus des quartiers populaires, puissent avoir le sentiment que quand on a des Jeux Olympiques chez soi, c'est pas simplement pour les regarder à la télévision, qu'on peut aussi participer à la fête. Ben oui, si vous êtes d'accord, ne votez pas cette suppression. C'est terrible. Ben, ils payeront 12 € l'aller-retour. Mais enfin, franchement, vous avez déjà vu un jeune dont les parents sont aujourd'hui totalement sont au chômage, sont simplement ouvriers au SMIC, etc. Vous pensez qu'ils vont payer à leurs 2 ou 3 enfants 12 € chacun l'aller-retour? Mais sérieusement, qui le pense? Et même si vous voulez donner un bon exemple, parce que ce que je sais, ce que je pense, ce que je crois profondément, c'est que si vous ne voulez pas que la première expérience dans les transports publics franciliens, ce soit une expérience de la fraude, vous avez intérêt à faire en sorte que ces tarifs-là n'augmentent pas. À 12 € l'aller-retour, vous allez voir ce qui se passera. Vous allez voir l'expérience que vous allez donner à tous ces jeunes-là. Et donc, vous avez intérêt, évidemment, à faire en sorte que ces tarifs n'augmentent pas, qu'on puisse les geler, qu'on puisse aller prendre l'argent là où il est, aurait dit Georges Marchais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, ce n'est pas taxons, c'est simplement dire, écoutez, monsieur Millienne, je vous aime beaucoup, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Vous ne voulez pas prendre 13,20 € à quelqu'un qui va dans un 5 étoiles, mais vous voulez bien prendre 12 € à un jeune qui vient de banlieue. Mais où est la logique? Pardon, mais enfin, il y a des moments où on se pose la question, que défendez-vous? Qui défendez-vous? C'est ça la question. Et donc, ça suppose qu'on puisse, à un moment, avoir ce débat jusqu'au bout. Et l'amendement de suppression, il interdit ce débat-là. Chers collègues, effectivement, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est l'objectif de ces échanges, pour faire vivre le débat. Donc, tentons de parler avec un ton adapté. Monsieur Vanier. Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir sur cet amendement du collègue Juvin que je trouve d'une immense hypocrisie, d'une très grande tartufferie, chers collègues. Vous nous dites aujourd'hui que l'usager ne doit pas payer davantage. Vous étiez, il y a quelques mois encore, au Conseil régional d'Île-de-France, membre de la majorité de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, depuis 2016, depuis son arrivée à la tête de cette région, a augmenté de 23% le prix du pass Navigo. Et je crois ne pas vous avoir entendu, à l'époque, dénoncer la mise à contribution des usagers. Parce qu'en même temps que Mme Pécresse mettait à contribution les usagers, les franciliens, elle épargnait les entreprises, dont vous savez qu'elles peuvent aussi contribuer au financement des transports franciliens, puisque l'augmentation du versement mobilité sur la même période est 3 fois moindre. Par ailleurs, M. Juvin, dans votre exposé des motifs, vous présentez la hausse prévue par Mme Pécresse comme une hausse temporaire. Mme Pécresse, avec votre appui comme conseiller régional, M. Juvin, a voté 4 hausses du prix du pass Navigo. Ce n'est pas donc une hausse temporaire à laquelle font face aujourd'hui les franciliens. Ils font face à une succession de hausses ininterrompues depuis 2016. Le pass Navigo est aujourd'hui à plus de 84 € par mois. Il sera bientôt à 100 € par mois. Dès lors que le modèle de financement des transports publics franciliens n'est pas réinterrogé. Il y a la mise à contribution des touristes. Il y a la mise à contribution des entreprises. Il pourrait y avoir d'autres pistes à explorer, ce qu'empêche votre amendement de suppression qui vient refermer un débat nécessaire, indispensable. Au-delà de cette proposition de loi, Monsieur Juvin, vous le savez, si nous ne touchons pas au modèle de financement des transports franciliens, ils s'effondreront. Et ce que vous nous proposez, ce que vous proposez aux usagers aujourd'hui, c'est non seulement de payer plus, mais en plus de subir dès cet été la dégradation des conditions de transport. Parce que ce qui est prévu par IDFM et par l'État n'est absolument pas à la hauteur. Et donc, vous prévoyez une double peine pour les franciliens en maintenant un statu quo pour entretenir la position tout à fait politicienne de la présidente de région, Mme Valérie Pécresse. Merci. La parole est à M. Bayou. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je partage l'indignation du rapporteur Faure et je perçois vraiment une gêne sur les bancs de la droite. En fait, la région Île-de-France s'est fourvoyée. Elle n'avait que la hausse
des tarifs, ça a été dit par l'excellent collègue Vanier, que la hausse des tarifs à la bouche, et du coup ça touche tout le monde. C'est ça la taxe Jeux Olympiques. Taxer, disait Bruno Mélienne. C'est ce que vous avez fait avec la taxe Pécresse sur les Jeux Olympiques. Et donc là, il y a la volonté de supprimer cet article pour ne pas débattre et pour ne pas trouver une meilleure solution. Et bien moi je dis chiche, trouvons une meilleure solution. Parce que oui, il y a des gens qui ont un abonnement, qui n'ont pas d'abonnement et qui devront payer plus cher, qui travaillent ou pas. Vous disiez, que viennent-ils faire à Paris? Mais enfin, et je le dis en tant qu'habitant du cœur de la capitale, c'est vraiment donner le sentiment qu'il y a une citoyenneté de seconde zone. Il y a ceux qui ont accès à la métropole, et puis il y a ceux dont on dit que bon, s'ils y viennent, ça va leur coûter plus cher. Et d'ailleurs, que viennent-ils faire? C'est quand même dingue d'entendre ça. Donc, ils seront impactés, qu'ils aillent aux Jeux Olympiques ou pas. Alors que les propositions de taxes additionnelles sur les palaces ou sur les jets privés sont indolores. Voilà, c'est indolore. Et je le dis avec une pointe de regret, parce qu'en vérité, j'aimerais que ça soit dissuasif. Parce que le moins il y a de jets privés, le mieux le climat se porte, mais aussi c'est moins de nuisances pour des millions d'habitants autour du Bourget. Voilà. Donc ça n'impactera pas l'activité économique, je dirais malheureusement, souffrait qu'on débatte de solutions alternatives à la taxe Pécresse sur les Jeux Olympiques. Merci, la parole est à Monsieur Gage. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur l'argument premier développé par l'auteur de l'amendement, Philippe Juvin, qui nous dit on peut taxer les utilisateurs occasionnels. Et permettez-moi, vraiment, à titre d'éclairage, de pointer l'erreur d'analyse. C'est l'ancien administrateur du STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilité, et d'ailleurs ça a été confirmé lors de l'audition par le rapporteur. Aujourd'hui, il y a 6 millions d'usagers qui se déplacent chaque mois en Île-de-France avec des tickets vendus à l'unité. 6 millions. Il n'y en a, cher Philippe Juvin, si vous m'écoutez, il n'y en a que 3,5 millions qui se déplacent avec des abonnements. Et IDFM eux-mêmes nous ont dit que parmi les 6,5 millions, plus de la moitié sont des utilisateurs très réguliers, pour les raisons de trésorerie que mentionnait tout à l'heure Olivier Faure. Et donc, ce n'est pas des utilisateurs occasionnels. Donc ça, c'est déjà une erreur d'analyse. Et puis, moi, je réinsiste sur l'aspect de la justice sociale. Franchement, si on n'avait pas de solution alternative, on aurait dit il n'y a pas de solution alternative. Mais comme l'a dit Julien Bayou, c'est 200 millions d'euros. On peut aller les chercher de manière, encore une fois, indolore, assez neutre pour ceux des utilisateurs. Vous savez, on nous disait que les chiffres ne sont pas établis. En Île-de-France, il y a 65 000 chambres de 4 étoiles et de 5 étoiles. Voilà. Il y a 10 000 chambres de 5 étoiles, dont les 32 palaces qui existent en Île-de-France, et 55 000 chambres de 4 étoiles. Si vous mettez bout à bout, ça fait à peu près 2 millions de nuitées par mois. Donc vous voyez bien que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on arrive à peu près à 10 millions de nuitées. Et donc c'est là qu'on a l'objectif d'aller chercher ces 200 millions d'euros. Plutôt sur la partie haute, qui est l'augmentation modérée, je vous redonne les chiffres, plus 13 € sur les 5 étoiles. Plus 13 € sur les 5 étoiles, dont le prix moyen en Île-de-France est autour de 800 €. Plus 36 € sur les palaces, dont je redonne les tarifs. Je vous ai donné le Bristol tout à l'heure. Allez, changeons. Prenons le Meurice. Le Meurice, Opéra Garnier, 3 255 € la nuit, le 23 juillet. 3 255 €. Donc quand vous allez augmenter de 31 €, c'est-à-dire de à peine 1%, est-ce que vous croyez que ça va avoir un effet d'éviction pour ces chambres d'hôtel? Voilà. Donc vraiment, je vous sens en effet moi aussi un peu gêné aux entournures, mais ne le soyez pas parce qu'il y a une solution alternative. Et vraiment, j'insiste sur ce point, ce sont les habitants de vos circonscriptions qui vous remercieront. Parce qu'un habitant de Normandie qui va venir passer une journée à Paris, c'est à lui que vous lui évitez de payer 4 € le billet au lieu de 2 € parce que lui ne peut pas l'acheter à l'avance. Donc vous rendez service aux habitants de votre circonscription, et y compris hors période des Jeux Olympiques, entre le 11 août et le 28 août. La mesure continue pour cela, alors qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques. Donc il y a des gens qui vont venir en vacances à Paris, au musée du Louvre, ou aller à Euro Disney. Ceux-là, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés aussi sur des achats ponctuels. Merci, monsieur le député. La parole est au député Valence. Oui, j'ai parlé tout à l'heure d'une mesure imprécise et je maintiens cette formule. Je vais en donner un exemple très simple et que tous les maires ici présents, anciens maires, comprendront. La taxe de séjour n'a pas le même calendrier que
la perception d'une recette au moment de l'acquisition d'un titre de transport. La taxe de séjour est perçue avec une année de décalage au début de l'année suivante. Et donc, il y a un vrai risque à remplacer une recette qu'on perçoit en temps réel par une recette qu'on perçoit avec un an de décalage. Et pour IDFM, en matière de trésorerie, ça n'est pas du tout la même situation. Premier exemple. Deuxième élément, vous n'avez pas répondu, monsieur le rapporteur, à ma question. Proposeriez-vous la même chose, le même attentat contre l'article 72.3 de la Constitution s'il s'agissait de la région Occitanie, de la région Centre-Val de Loire ou de la région Bretagne? Cette proposition de loi est un texte politicien par lequel vous voulez vous en prendre à la présidente de la région Île-de-France. Et nous n'avons pas, à Renaissance, nous n'avons pas une lecture de la Constitution qui est différente selon la personne qui préside une région. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement de suppression. La parole est au député Juvin. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, un certain nombre de choses qui ont été dites ne sont pas exactes, Monsieur le Président. Il y a 5 millions d'usagers réguliers actuellement dans les transports d'Île-de-France et il n'y aura aucun changement pour eux. Sur les 3 millions d'usagers potentiels occasionnels du métro et du bus, aucun changement s'ils achètent leur Navigo Easy ou à l'unité au carnet sur smartphone avant le 20 juillet. Donc je dis les choses, on peut acheter quand on est usager ponctuel des transports en commun, sans augmentation du tarif si on achète avant le 20 juillet. Et c'est pareil pour les trains et les RER de banlieue. Donc c'est faux de dire qu'il y a une catégorie d'habitants de la région Île-de-France qui seront impactés. De la même manière, si vous avez, et vous l'avez dit tout à l'heure, les habitants de vos circonscriptions qui viennent à Paris, s'ils achètent le ticket avant le 20 juillet, ils ne seront pas impactés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, enfin, vous avez vu les tarifs des billets, là, des billets pour assister aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Quand vous allez sur le site actuellement, vous trouvez gymnastique artistique, pour avoir un billet, c'est 630 €. La natation, 980 € pour assister. Et vous allez m'expliquer qu'on paye 980 € et qu'en revanche, ça sera beaucoup trop cher de payer un ticket de métro majoré. Enfin, tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Donc, je vous le dis, moi, je ne veux pas que le contribuable francilien paye et je ne veux pas que l'usager francilien habitail paye. Voilà. Merci. Chers collègues, s'il vous plaît. Attendez, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais faire dans la modération, Monsieur Oui. Faure. Pour une fois, je vais faire dans la nuance. Voilà. Pour vous, voilà, ça va calmer un petit peu le jeu. Si on reprend l'origine des problèmes de financement, quand même, soyons honnêtes, le financement des transports en Île-de-France, je suis désolé, et je le dis sans aucune méchanceté, mais on traîne un déficit de 500 millions depuis la présidence de M. Huchon, avec le pass Navigo plafonné, d'accord, à tarif unique, non financé. Monsieur Bayou, nous avons été sur les mêmes bancs, mais si vous le savez, ça fait ça qu'on traîne depuis des années. Alors évidemment, Madame Pécresse, et c'est la présidente, et je ne suis pas forcément tout le temps d'accord avec elle, et vous le savez très bien, a choisi effectivement d'augmenter les passes Navigo au fur et à mesure, simplement pour financer les transports en Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Donc on ne peut pas tout remettre sur la présidente Valérie Pécresse. Il y a quelques raisons d'avoir un problème de financement sur les transports Île-de-France qui viennent d'avant la présidence, d'avant les présidences, devrais-je dire, de Valérie Pécresse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, j'entends bien votre taxation, il n'y a pas de problème, hein, la surtaxe additionnelle. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'une fois les Jeux Olympiques terminés, elle continue. Et nos Béarnais, pour reprendre le Béarn cher à M. Bayrou, qui viendront faire du tourisme à Paris au mois de novembre, ils auront donc une taxe additionnelle supplémentaire à payer, alors que les Jeux seront plus là. Elle est où la justice pour eux? Elle est où la justice pour eux? Mais voilà. Et puis dernier point, je suis désolé, mais dernier point, encore une fois, la libre administration des collectivités, nous y tenons. Et sur ce point-là, vous empiétez sur ce droit. Enfin, faisons-le à ce moment-là sur la région de Marseille. Faisons-le sur le Val-de-Loire. Faisons-le partout où les Jeux Olympiques sont présents et qui vont subir eux aussi, dans beaucoup d'endroits, des augmentations des tarifs des transports publics. Centre Val-de-Loire, plus 6%. Si vous l'aviez fait partout... Non mais, si vous voyez bien, ce qui nous gêne, c'est que c'est un truc essentiellement francilien, sachant que les utilisateurs réguliers, eux, il n'y aura aucune incidence pour eux. Et encore une fois, on peut acheter des billets au même tarif avant le 20 juillet. Et les gens sont informés de ça et beaucoup le feront. Et beaucoup le feront, je vous le promets. Donc voilà. Après, si on décide qu'effectivement, tous les transports en commun lors de ces Jeux Olympiques doivent être surtaxés par un autre moyen
que le billet, mais faisons-le dans toutes les régions, mais pas uniquement en Île-de-France. Allez, dernière prise de parole, Monsieur Ballard, et puis Monsieur le rapporteur répond et on met aux voix. Merci, Président. Il ne faudrait pas que ça se transforme en une bataille entre le Conseil régional d'Île-de-France et la mairie de Paris, parce que j'ai siégé au Conseil régional d'Île-de-France. Moi, j'ai démissionné au mois de juin dernier, mais enfin, ça me rappelle un petit peu ça. Sur l'amendement qui nous est présenté, on a un peu de mal à comprendre le mode d'emploi, parce que je pense que quand on habite en province, on a aussi un problème de pouvoir d'achat. Donc, ne pas vouloir faire payer les franciliens, très bien, mais pourquoi, comme je le rappelais, il y a 8% seulement des touristes qui viendront, qui seront étrangers. Donc on ne comprend pas très bien la logique et le mode d'emploi. Puis alors, dernière, c'est plus une précision. Quand on parlait des taxes sur les hôtels, effectivement, on est contre, on reprend les arguments du syndicat de l'hôtellerie. Une exception, mais j'avais que 2 minutes dans mon introduction. Sur les palaces, effectivement, payer quelques dizaines d'euros de taxes supplémentaires, je pense que ça peut être tout à fait acceptable. Monsieur le rapporteur. Bon, d'abord, sur la question qui a été posée, effectivement, à laquelle je n'avais pas répondu, sur est-ce qu'on le ferait sur d'autres régions si elles accueillaient les Jeux Olympiques? Ma réponse est très claire, oui. Pourquoi? Pourquoi nous avons évidemment un intérêt à agir en l'espèce? Parce que la région Île-de-France va avoir des charges de centralité qui ne sont pas liées à son activité classique. Elle accueille des Jeux Olympiques. Ça fait un siècle que ça n'est pas arrivé, au moins pour les Jeux d'été. Pour les Jeux d'hiver, il y a eu 68 et Grenoble. Mais donc, quand on a évidemment une charge qui est complètement liée à une décision qui n'est pas uniquement régionale, qui est nationale, qui a été voulue par la nation entière, il n'est pas illogique qu'à un moment, ce que nous sommes, les parlementaires, ceux qui représentons la nation, puissions agir pour soulager une région qui est déjà, ça a été dit et redit, dans une situation très difficile sur le plan de ses transports publics. Et donc, ça ne me paraît pas du tout immoral, inconstitutionnel, fou de venir au service de Madame Pécresse, car en l'occurrence, il ne s'agit pas d'aller l'agonia d'injures. Si demain les tarifs ne sont pas augmentés, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui viendra remercier les socialistes et Olivier Faure? Personne ne se rappellera d'où vient ce gel des tarifs. En revanche, ils se rappelleront bien qu'ils ont vu les tarifs augmenter du double pendant cette période des Jeux Olympiques. Ça leur laissera un souvenir qui sera certainement plus impérissable que la proposition de loi qui vous est soumise aujourd'hui. Et donc, en réalité, nous sommes là pour vous aider et non pas pour entrer dans un conflit avec le Conseil régional. Nous sommes là pour aider à trouver une solution qui peut être d'ailleurs une solution plus pérenne. J'ai entendu tout à l'heure ce que disait Clémence Guettet et je partage son avis. C'est-à-dire, je pense qu'il y a là aussi, sur le sous-investissement sur les transports publics, nécessité de trouver d'autres moyens qui pourraient, à l'avenir, passer par soit les solutions prévues par cette proposition de loi, soit par d'autres propositions. Mais c'est vrai que nous savons qu'avec le Grand Paris Express, avec toutes les offres qui vont s'accroître, il faudra bien trouver des moyens nouveaux. Bon, donc, c'est pas... Voilà. Donc, premier point, c'est que pas de problème pour venir au service de Madame Pécresse. Ensuite, sur les 5 millions d'usagers, les 3 millions occasionnels, etc., et sur le prix des billets au JO, Monsieur Juvin. Mais alors là, je partage tellement votre avis. Vous avez tellement raison. Ces prix de billets sont tellement élevés que ces gens-là peuvent bien payer, effectivement, un peu plus cher leur billet de transport. Vous avez parfaitement raison. Pas le francilien ou le provincial qui vient et qui ne participe pas au jeu. Je parle bien de ces gens qui vont participer à la compétition, qui vont assister à la compétition et qui peuvent bien payer quelques euros de plus. Mais si vous êtes prêts à ce qu'ils payent quelques euros de plus pour le tarif des transports, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour qu'ils payent quelques euros de plus pour payer leur hôtel? Là, je ne saisis pas vraiment la nuance. Je ne comprends pas très bien pourquoi c'est possible dans un cas et pas dans l'autre. Il serait plus utile qu'il soit ciblé, puisque l'avantage de la nuitée d'hôtel, l'avantage de la taxe de séjour, c'est qu'elle vise précisément les gens qui vont venir au JO. Ce n'est pas le cas, en fait, des transports. Les transports publics, je le répète, vous avez des gens qui sont dans les services à la personne, votre femme de ménage, celle qui s'occupe de votre grand-père ou de votre grand-mère qui est âgé, celui qui vient, en fait, comme auxiliaire de vie. Tous ces gens qui sont, en fait, dans les métiers de service n'ont pas de passe Navigo.
Et eux, ils viendront et ils paieront le double de ce qu'ils payent habituellement. Mais bien sûr que si. Et non mais écoutez, en fait, on verra. En fait, puisque je comprends bien qu'il est difficile de vous faire évoluer sur cette question-là, et que vous allez voter dans quelques instants l'amendement de suppression, que cette proposition de loi n'ira pas très très loin, nous verrons ce qui se passera au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Et nous verrons quelle sera la réaction des uns et des autres. Et vous aurez à en payer le prix parce que nous rappellerons, parce que... Non mais, c'est ça la politique. Non mais attendez, faire de la politique, c'est choisir. Et là, vous êtes devant un choix. Donc, puisque l'argent n'est pas magique, puisque quelqu'un paiera au final ces 200 millions d'euros, eh bien, vous allez faire dans quelques instants un choix qui est de dire que ces 200 millions seront payés par le tout venant. Et nous saurons rappeler le moment venu, au tout venant en l'occurrence, que cette surtaxe, qui n'était pas sur les palaces, qui n'était pas sur les 4 étoiles, qui n'était pas sur tous ceux qui en avaient les moyens, cette surtaxe, c'est vous qui avez choisi de la faire supporter par les usagers les plus ordinaires et par les familles les plus modestes de ce pays. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix, après ce débat nourri, l'amendement CD1. Chers collègues, s'il vous plaît, voilà, on va mettre aux voix l'amendement CD1. Qui est pour ? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'amendement est adopté. Il fait donc tomber tous les autres amendements à l'article 1er. Et nous en venons à l'article 2, le CD 47, présenté par Monsieur Watin. Non, défendu par Madame Pétex. Levez, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Donc, votre amendement vise à produire un rapport sur l'évolution des tarifs des transports publics franciliens depuis 2007 et leur adéquation avec les recettes nécessaires au financement du service. Le dézonage porté à l'époque par votre rapporteur, en l'occurrence, c'était une mesure forte de lutte contre les inégalités sociales et territoriales ayant permis d'alléger le budget de ménages précaires. Je le dis, pour ma circonscription, c'est 500 € de moins par an et de désenclaver certains territoires de moyenne et grande couronne. Le coût de cette mesure avait fait l'objet d'un chiffrage précis et a été intégralement compensé, notamment grâce à une harmonisation du versement transport. Et donc, c'est sur la période 2016-2024 que les tarifs du réseau francilien ont fortement augmenté, tandis que la qualité de service reçue par les usagers n'a cessé de se dégrader. Et c'est donc sur cette période-là que doit se concentrer le rapport demandé au gouvernement. Défavorable, donc. Chers collègues, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 47. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Alors, attendez-les. Qui est pour ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4. L'amendement est... Non, attendez, ils n'ont pas... Oui, alors... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il est rejeté. Voilà, après, chers collègues, je vais donc mettre aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2 ? Qui est pour l'article 2 ? S'il vous plaît, chers collègues, si vous pouvez lever la main, ça serait très bien. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement additionnel après l'article 2, le CD 35 présenté par Madame Guettet. Madame Guettet.
Alors, c'est un amendement qui demande un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont entraînées par l'absence de gratuité des transports publics pendant les JO et les JOP. Notamment parce que c'était un argument qui avait été avancé par M. Estanguet lui-même, qui est donc le président du COJO, qui mettait en avant cet élément, puisqu'il avait promis la gratuité, comme permettant de limiter l'empreinte carbone des Jeux Olympiques. En réalité, donc on a vu que ça n'aurait pas lieu, et que le bilan carbone des JO était en plus extrêmement contesté, y compris par la communauté scientifique, qui estime ne pas avoir les données aujourd'hui pour savoir combien coûtent toutes ces infrastructures. Et donc je pense que la question des transports étant un levier essentiel de réduction de notre empreinte carbone, il serait intéressant, compte tenu du fait que vous venez de torpiller cette proposition, de savoir à combien ça peut être évalué. Nous avions déposé des amendements sur la gratuité. Monsieur le rapporteur. Avis de sagesse. Je partage les inquiétudes posées par Clémence Guettet. Ceci dit, je pense que l'absence de gratuité ne va pas entraîner un report modal parce que les gens qui ne pourront pas se déplacer vont surtout être assignés à résidence et qu'ils resteront chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de substituer à cette augmentation un transport en voiture. Voilà, donc mes sagesses sur l'amendement. Je mets aux voix cet amendement CD35 qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est rejeté. Amendement CD 28. Monsieur Vannier. Merci, Monsieur le Président. Une proposition de rapport qui porterait sur les conséquences de l'évolution des statuts et de la rémunération des personnels des services de transport franciliens sur la qualité des transports dans le contexte d'ouverture à la concurrence qui a été voté et confirmé par une majorité macro-lepéniste il y a quelques semaines ici à l'Assemblée nationale. L'ouverture à la concurrence des transports en grande couronne en Île-de-France, elle est déjà en cours. Elle produit des dégâts considérables puisqu'elle dégrade les conditions de travail des salariés, qu'elle conduit à une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a en zone RATP aujourd'hui un manque évalué à environ 1000 machinistes. Et je crois que cette demande de rapport permettrait, parce que ce débat va revenir, et nous l'avons déjà eu, et tiens, j'en profite pour interpeller mon collègue Bruno Millienne, il y a là peut-être un élément qui pourrait nous permettre, chers collègues, d'objectiver nos futurs débats, parce que je suis certain qu'ils reviendront. Et ce rapport nous permettrait de pouvoir, je crois, constater que l'ouverture à la concurrence est absolument néfaste, pour les salariés bien sûr, mais en bout de chaîne pour les usagers aussi. Voilà notre proposition. Monsieur le rapporteur. Voilà aussi sagesse. C'était très largement au-delà de ce que visait cette proposition, mais je comprends les interrogations portées par Paul Vannier, et donc avis de sagesse. Monsieur Millienne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Vannier, on aura tout loisir sur la loi que nous avons votée concernant l'ouverture à la concurrence, enfin le report des dates que j'ai votées, que l'Assemblée a votées, désolé de vous le dire, que l'Assemblée a voté, de faire une évaluation. Donc ce rapport s'inscrira dans cette évaluation. Donc défavorable à votre amendement. Merci, chers collègues. Je mets aux voix cet amendement CD 28 qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui est contre? Il est rejeté. Amendement CD 29. Madame Guettet. Alors c'est un amendement de rapport à nouveau. Donc j'entendais des collègues qui s'étonnaient qu'on demande des rapports. Il y avait beaucoup d'amendements de propositions et de modifications, mais malheureusement, il ne nous a pas été permis de les défendre. Donc un amendement de rapport à nouveau sur les conséquences pour les usagers des surcoûts et des retards du Grand Paris Express, puisque ces infrastructures ont été mises en avant dans le dossier de candidature de Paris 2024, notamment les lignes de métro 15, 16 et 17. Donc c'est tout à fait lié au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et que le budget initial qui était évalué en 2010 à 19 milliards d'euros aurait déjà été multiplié par plus de 2
et que la presse notamment fait état de présentations qui sont trompeuses, qui visent à présenter artificiellement les lignes comme étant extrêmement rentables et qui rejoignent des critiques que nous faisons également sur l'opacité de la gouvernance de la structure qui est chargée de conduire ces travaux. Donc, comme toutes ces sommes auraient pu être mobilisées pour immédiatement améliorer les transports en commun franciliens, il nous semble que le Parlement doit être informé sur ce sujet. Monsieur le rapporteur. Sagesse une fois encore. Je mets aux voix cet amendement CD 29 qui... Monsieur Cazeneuve. Non, là, pour le coup, juste l'argumentaire de Madame Guettet m'interpelle parce que la ligne 15, 16 et 17, sauf erreur de ma part, du futur métro du Grand Paris, a plutôt vocation à relier les départements qui ne sont pas de petite couronne, à améliorer le trafic et la desserte de banlieues périphériques que vous aviez l'air de défendre dans l'ensemble de vos amendements au début de l'examen de cette loi. Et donc, votre proposition, si je la comprends bien, c'est améliorer le réseau de métro des 14 lignes qui sont donc du coup parisiennes, à quelques exceptions près sur leur débordement, mais donc du coup améliorer le transport à l'intérieur de Paris et ne pas investir dans la desserte, dans le désenclavement de tous nos départements périphériques qui vont bien au-delà de Paris-Centre. Donc là, j'avoue que je ne comprends pas tout à fait la cohérence. Alors voilà un amendement qui suscite certains débats. Monsieur Vannier, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Pour éclairer le collègue Cazeneuve sur le tracé de la ligne 17, Cazeneuve. En plus, ils sont plusieurs, alors parfois on finit par les confondre. La ligne 17, chers collègues, qui est la seule à traverser pour l'instant le département du Val d'Oise, dont je suis l'élu, ne prévoit qu'une gare dans ce département sur le triangle de Gonesse. Vous savez peut-être que ce triangle est l'une des dernières réserves de terres agricoles de notre région. C'est parmi d'ailleurs les sols les plus fertiles d'Europe. Il y a des enjeux de souveraineté alimentaire, il y a des enjeux d'îlots de fraîcheur, il y a des enjeux de sol, d'eau. Et qu'à cet endroit, il n'y a donc rien que de la culture. Et que ce projet de ligne 17, il consiste donc à construire une gare en plein champ, absolument inutile, et que de ce point de vue-là, en effet, il y a des questions à poser, des interrogations qui sont fortes, qui sont d'ailleurs sur place relayées, et qu'il y a un mouvement de contestation depuis des années sur ce projet de gare en plein champ. Tout cela pour vous dire que la demande de rapport suggérée par Madame Guettet est tout à fait appropriée. Si je peux... Oui, merci Monsieur Vanny, Madame Guettet. Avant de vous laisser la parole dans cette commission, on évite d'attaquer sur le nom de famille, notamment, et de faire des allusions, vraiment. Ça évite toute tension entre les collègues. Madame Guettet. Je vous ai pas vexé, au moins, Madame Guettet. Bon. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 29. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement CD 31. Madame Guettet. Et c'est moi, Monsieur le Président, qui vais le défendre. C'est encore une demande de rapport portant cette fois sur l'état des lieux et le coût de la mise en accessibilité des transports franciliens. Madame Guettet rappelait que seulement 3% du réseau de métro parisien est à cette heure entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est une proportion extrêmement limitée, d'autant plus quand on la compare à la situation d'autres grandes métropoles européennes comme Londres, où ce chiffre se porte à 18%, à Barcelone, où on est à 82%. Et quand on compare la situation de Paris à celle de Tokyo, qui accueillait il y a quelques années les Jeux Olympiques et Paralympiques, on est là-bas à 88% du réseau accessible aux personnes à mobilité réduite. En 2018, Emmanuel Macron était déjà président de la République, et à l'époque, l'un de ses secrétaires d'État se vantait de prendre pour exemple justement nos voisins anglais, évoquant un plan d'investissement de 200 millions de livres qui avait été engagé dans la perspective des Jeux Olympiques dans la capitale anglaise. Rien, ou presque rien, n'a été fait chez nous. La situation demeure absolument insupportable, inacceptable pour les personnes à mobilité réduite, dans la perspective des Jeux Olympiques, où on attend 350 000 personnes en situation de handicap qui sont prévues pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi, bien sûr, au-delà, dans le rapport quotidien que les Franciliens en situation de handicap ont à leur transport en commun. Voilà donc la motivation de cette demande de rapport. Monsieur le rapporteur.
Bon, là encore, ça excède le sens de la proposition initiale, mais je vais dire avis favorable parce que, puisqu'on est dans une situation où nous-mêmes nous nous posons la question des coûts en permanence et de qui doit prendre en considération, enfin, les supporter sur un sujet comme celui-là, il me semble que ça pourrait faire l'unanimité de cette commission. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est rejeté. Article 3, chers collègues, il n'y a pas d'amendement. Je vais donc mettre aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est pour l'article 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre l'article 3? L'article 3 est rejeté, chers collègues. La proposition de loi est rejetée puisque l'ensemble des articles ont été rejetés. Avant de conclure, chers collègues, peut-être monsieur le rapporteur, vous laissez la parole. Vous remercier de m'avoir accueilli, même si l'accueil a été finalement assez froid au final, et regretter que vous n'ayez pas accédé aux arguments qui ont été développés par la gauche. Je regrette que vous nous laissiez le monopole de la défense de celles et ceux qui, malheureusement, n'ont qu'un travail pour vivre. Et donc, c'est toujours la même histoire, mais ce clivage finit par revenir, être très apparent, et finalement, tant mieux pour la démocratie. Merci, chers collègues, merci pour ce débat. Nous, on se retrouve demain dans cette même salle à 9h30 pour l'audition de monsieur Sylvain Wazerman, PDG de l'Agence de la transition écologique, sur le bilan de son tour de France des régions et les axes de travail prioritaires de l'agence. À demain.